Je m'appelle Harrison. J'ai 34 ans, et ma famille a utilisé des marteaux en acier pour détruire mon salon de jeux vidéo, d'une valeur de 150 000 $, le transformant en un tas de décombres. Ils ont fait cela par vengeance, seulement pour découvrir qu'ils venaient de commettre un crime violent chez une juge retraitée et intransigeante. Mais avant de vous raconter tout sur ce moment glorieux et bouleversant, où ils ont réalisé leur erreur fatale, en pleurant et en suppliant à genoux à l'arrière d'une voiture de police, je vous demande une petite faveur. Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires ci-dessous. C'est toujours incroyable pour moi de voir jusqu'où ces histoires peuvent voyager à travers le monde. Très bien, commençons. L'appel téléphonique est arrivé à exactement 2 heures du matin. Vous connaissez tout ce genre d'appel spécifique, n'est-ce pas? Celui qui vous arrache violemment à un sommeil de plomb, sans rêve. Le genre de sonnerie qui donne immédiatement l'impression à votre cœur d'essayer de s'échapper de votre cage thoracique, avant même que vous n'ouvriez les yeux pour voir qui est à l'autre bout du fil. J'ai grogné, tendant la main à l'aveuglette sur la table de chevet, manquant de faire tomber un verre d'eau. À côté de moi, ma fiancée Marin a bougé sous les lourdes couvertures, sa respiration toujours lente et régulière. L'écran de mon téléphone brillait avec un numéro inconnu dans la pièce d'un noir absolu. Ma première pensée a été le travail. En tant qu'ingénieur réseau senior, j'étais habitué aux pannes de serveurs critiques au milieu de la nuit. J'ai fait glisser l'écran pour répondre, pressant le verre froid contre mon oreille. Ma voix était épaisse, rauque de sommeil. J'ai juste marmonné un rapide bonjour. Une voix d'homme, calme, profonde et strictement officielle, coupa le lourd silence de ma chambre. Il m'a demandé s'il parlait à Harrison. Je me suis légèrement assis, me frottant les yeux. Je lui ai dit oui, et je lui ai demandé qui appelait à cette heure-ci. L'homme s'est présenté comme l'officier Davis du département de police de Lakewood. Il a dit qu'il appelait concernant mes parents, Alden et Geneviève, et mon jeune frère Sullivan. Au moment où il a prononcé ces noms, mon souffle me resta littéralement coupé. Mon sang se glaça complètement. Lakewood, c'était ma ville natale, un endroit situé à des centaines de kilomètres de l'endroit où je vivais actuellement. Je n'avais pas dit un seul mot à aucun d'entre eux depuis 5 longues années de silence. Pas un message texte, pas un email, pas une carte de vœux, rien. Silence radio total. Que diable aurait-il pu se passer? Un accident de voiture? Une urgence médicale? C'était un vieux réflexe, un instinct de fils profondément enraciné que je pensais honnêtement avoir éliminé il y a longtemps. Mais je me suis surpris à demander s'ils allaient bien. La question avait un goût de vieille rouille dans ma bouche. L'officier Davis a maintenu son ton clinique inébranlable. Il m'a dit qu'ils étaient physiquement indemnes, mais qu'ils avaient été placés en garde à vue. Il a déclaré qu'ils avaient été appréhendés sur les lieux pour crime d'effraction, ainsi que pour destruction grave de biens, un crime. J'ai pressé l'arête de mon nez, fermant les yeux en essayant de comprendre mentalement ces mots, effraction. Mes parents avaient la soixantaine avancée. Mon père, Alden, avait un mauvais genou. Ma mère, Geneviève, passait ses journées à se plaindre de son dos. Et Sullivan, mon frère, était un enfant gâté, arrogant et imbu de lui-même, trop effrayé de transpirer, encore moins d'enfreindre la loi. Ils étaient manipulateurs, certes, mais ce n'étaient pas des criminels violents. J'ai bégayé, disant à l'officier que je ne comprenais pas, lui demandant où cela s'était passé. Et c'est alors que l'officier a prononcé une phrase qui m'a envoyé un frisson violent le long de ma colonne vertébrale. Il m'a dit qu'ils avaient été arrêtés au chalet du lac. Il a dit qu'ils insistaient sur le fait que c'était la propriété de leur fils, mais que la propriétaire qui avait appelé la police ne les avait jamais vus de sa vie. Mon chalet du lac, ou du moins l'endroit qui était mon chalet du lac. Une étrange sensation de froid m'a envahi tout le corps. Ce n'était pas de l'effroi. Ce n'était pas de la peur. C'était quelque chose de complètement différent. C'était précis, limpide, et terriblement définitif. Je suis lentement sorti du lit, faisant attention de ne pas réveiller Marin, et j'ai marché vers la grande fenêtre de notre chambre, regardant les lumières scintillantes et paisibles de la ville. L'officier Davis m'a demandé si j'étais toujours en ligne. Je lui ai dit que j'étais là. Ma voix était complètement stable maintenant. L'hébétude du sommeil avait complètement disparu, remplacée par une concentration d'une netteté extrême. Je lui ai dit qu'il ferait mieux de tout me raconter depuis le début. Et pendant qu'il parlait, l'histoire des 5 dernières années, une histoire de paix et de limites durement acquises,
s'est effondré autour de moi. Mais ce que ma famille toxique ne savait pas, c'est qu'en essayant de brûler mon sanctuaire, ils avaient allumé l'allumette dans la mauvaise maison. Et ce n'est pas moi qui allais brûler. Pour comprendre comment mon père vieillissant a fini par tenir un lourd marteau en acier au milieu du salon d'une inconnue, il faut remonter le temps. Il faut remonter exactement 5 ans en arrière. J'avais 29 ans, je travaillais 80 heures épuisantes par semaine en tant qu'ingénieur réseau junior. Depuis que j'ai obtenu mon diplôme universitaire, j'avais vécu ma vie comme un moine absolu. Alors que mes collègues achetaient des voitures neuves et passaient leur week-end dans des bars chers, je conduisais une vieille berline de 15 ans délabrée qui tremblait chaque fois qu'elle atteignait 50 miles par heure. Je préparais mon déjeuner dans des Tupperware tous les jours, généralement juste des sandwichs aux dindes froids ou des restes de pâtes. Ma grande idée de sortie du vendredi soir était d'éteindre mon téléphone et de regarder un documentaire gratuit sur Internet. J'ai fait tous ces sacrifices extrêmes pour une raison très spécifique. Je voulais acheter une maison. Pas n'importe quelle maison, mais une belle propriété au bord du lac. Et après des années de travail acharné, j'avais enfin réussi. J'avais 120 000 $ en sécurité sur mon compte d'épargne. C'était la plus grande fierté de toute ma vie. Pour comprendre pourquoi cet argent signifiait tant pour moi, il faut comprendre ma position dans la famille. J'étais l'enfant invisible, le bouc émissaire, le distributeur automatique familial. Sullivan, en revanche, était l'enfant prodige. Le soleil se levait et se couchait pratiquement sur ses épaules, aux yeux de mes parents. Mon esprit conserve un musée très spécifique de la douleur en ce qui concerne ma famille. Laissez-moi vous faire un bref tour de seulement 3 expositions, juste pour que vous sachiez exactement à qui nous avons affaire. Exposition A. Quand j'avais 20 ans, j'ai eu 2 emplois d'été pour acheter ma toute première voiture d'occasion. 1 an plus tard, mes parents l'ont secrètement vendue pendant que j'étais en camping. Pourquoi? Parce que Sullivan avait épuisé ses cartes de crédit en vêtements de marque en fait luxueuses, et sa dette était censée donner de l'anxiété à ma mère. Ils m'ont dit que je pouvais prendre le bus, mais Sullivan avait besoin d'une ardoise financière vierge pour se concentrer sur son avenir prometteur. Exposition B. J'ai manqué ma propre cérémonie de remise des diplômes universitaires. J'étais assis seul dans ma chambre d'étudiant, en toge et mortier, parce que mes parents avaient emmené Sullivan en vacances de 2 semaines en Europe pour célébrer le fait qu'il avait réussi un seul semestre de collège communautaire. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas se permettre 2 voyages, et que j'étais assez fort pour célébrer seul. Et enfin, exposition C. Ce vendredi soir, il y a 5 ans, je tenais mon dernier relevé bancaire, sentant physiquement le papier croustillant dans mes mains. Il prouvait que j'avais enfin assez pour la compte de la maison du lac. Je vibrais pratiquement d'un rare sentiment de fierté. Je suis entré dans la maison de mes parents pour notre dîner familial mensuel obligatoire, espérant, juste pour une fois, qu'ils me regarderaient et me diraient qu'ils étaient fiers de l'homme que j'étais devenu. La maison sentait l'ail rôti et le beurre. Ma mère, Geneviève, a ouvert la porte. Elle m'a donné une faible accolade obligatoire, mais ses yeux ont immédiatement dépassé mon épaule pour vérifier si j'avais apporté des cadeaux. Mon père, Alden, un homme massif, imposant, avec une voix qui résonnait toujours comme le tonnerre, a juste grogné et a pointé du doigt la salle à manger. Et puis il y avait Sullivan. Il se tenait près de la cheminée, tenant un verre de vin cher que je savais que mes parents avaient payé. À côté de lui se tenait Kreza, sa nouvelle femme. Kreza avait toujours ce sourire doux et innocent plaqué sur son visage, mais ses yeux étaient froids, calculateurs, et évaluaient toujours exactement ce que vous valiez pour elle. Sullivan rebondissait sur ses talons, rayonnant presque d'une confiance imméritée. Avant même que nous nous asseyions pour manger, il a annoncé à haute voix qu'il avait une nouvelle incroyable. Kreza s'est accroché à son bras, le regardant comme s'il était un héros légendaire. Nous nous sommes assis à table, et Sullivan a immédiatement sorti une tablette élégante, la faisant glisser au centre de la table. Il a commencé à présenter sa dernière entreprise, une application de suivi de l'énergie verte. Il a utilisé beaucoup de mots à la mode comme synergie, durabilité intégrée à la blockchain, et échelle écodynamique. Cela n'avait absolument aucun sens. C'était un produit virtuel, de la pure camelote. Mes parents, bien sûr, étaient complètement fascinés. Ma mère a serré ses perles, lui disant à quel point il était brillant. Mon père a hoché la tête en signe d'approbation. Puis Sullivan a tourné son regard vers moi. Le regard affamé et expectatif dans ses yeux m'a donné le vertige.
Il a dit que les marges bénéficiaires étaient garanties d'être énormes. Il avait juste besoin d'un tout petit peu de capital de départ pour faire fonctionner les serveurs et sécuriser l'équipe marketing. Il avait besoin d'exactement 120 000 $. Le chiffre est resté suspendu dans l'air, le montant exact de mon compte d'épargne. Ils avaient fouillé. D'une manière ou d'une autre, ils savaient exactement ce que j'avais. La fierté que j'ai ressentie en entrant dans cette maison a instantanément disparu, remplacée par une angoisse familière et étouffante. Tous les quatre se sont tournés pour me regarder. Ce n'était jamais une demande. Dans cette famille, c'était toujours une exigence. Le silence dans la salle à manger était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Kreza s'est penchée en avant, posant son menton sur ses mains, m'offrant ce sourire faux et mielleux. Elle a parlé d'un ton doux et condescendant. Elle a dit que tout le monde savait à quel point je réussissais dans ma carrière, à quel point j'étais toujours le responsable, le plus ennuyeux. Elle a affirmé que Sullivan et elle étaient les visionnaires, les rêveurs, et que j'avais le privilège unique d'être celui qui financerait ses rêves. J'ai regardé du visage suffisant de Kreza au sourire arrogant de Sullivan, puis aux yeux suppliants de ma mère, et enfin au regard sévère et lourd de mon père. Mon propre rêve, la maison du lac, la paix, l'indépendance, avait un goût de cendre dans ma gorge. J'ai dégluti difficilement. J'ai regardé directement mon frère. Je lui ai rappelé que sa dernière idée brillante était une boîte d'abonnement pour de la terre organique, ce qui avait coûté 30 000 $ à nos parents. Je lui ai rappelé l'idée d'avant cela, qui s'était terminée par un procès. Je lui ai dit clairement et fermement qu'il n'y avait pas de rendement garanti, et que mon argent était strictement pour ma maison. J'avais économisé pendant près d'une décennie. Geneviève a immédiatement commencé à pleurer. Pas de vraies larmes, mais ces pleurs théâtraux et calculés qu'elle utilisait toujours pour contrôler la pièce. Elle a demandé comment je pouvais être si incroyablement cruel envers ma propre chair et mon sang. C'était le signal. Alden s'est levé. La lourde chaise en bois a raclé violemment le parquet. Il a claqué ses mains massives sur la table, faisant trembler les assiettes et les couverts. Il a utilisé sa taille et sa voix tonitruante pour dominer l'espace, une tactique qui me terrifiait quand j'étais enfant. Il a pointé un doigt épais directement sur mon visage. « Tu n'es qu'un garçon égoïste qui accumule de l'argent », a-t-il hurlé, les veines saillantes de son cou. La famille est la seule chose qui compte dans ce monde. Ton frère a une vision. Il en a besoin. Soit tu donnes l'argent à ton frère d'ici demain matin, soit tu dégages de cette maison. Si tu franchis cette porte avec cet argent, tu n'es plus mon fils. C'est fini. L'ultimatum, le test final absolu de ma loyauté pour rester dans cette famille. Je devais me consumer complètement pour garder Sullivan au chaud. Je suis resté assis un long moment. Je les ai regardés tous les quatre. J'ai vu Sullivan se cacher derrière les fausses larmes de sa mère. J'ai vu les yeux de Kreza briller d'irritation parce que je n'avais pas immédiatement cédé. J'ai vu mon père bomber le torse, attendant que je m'excuse et que je lui remette le travail de ma vie. Mais quelque chose en moi, un cordon fragile d'obligation qui m'avait lié à eux pendant 29 ans, s'est simplement rompu. Il ne s'est pas rompu avec un grand bruit. Il s'est simplement dissous en rien. Je me suis levé lentement. J'ai ramassé ma veste. J'ai regardé mon père droit dans les yeux et je lui ai dit que j'acceptais ses conditions. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. J'ai juste fait demi-tour et j'ai marché dans le couloir. Geneviève a commencé à crier mon nom, mais j'ai continué à marcher. Je suis sorti dans l'air frais de la nuit et j'ai fermé la porte d'entrée derrière moi. Le lourd déclic du verrou fut le plus beau son du monde. C'était une libération. C'était la liberté. 2 mois plus tard, j'ai signé l'acte d'achat de la maison du lac. C'était une propriété magnifique, avec des parquets en bois dur, d'immenses fenêtres donnant sur l'eau, et un immense sous-sol que j'ai lentement converti en un salon de jeux ultime. Je passais mes week-ends à construire des PC sur mesure, refroidis par eau, à installer des moniteurs OLED incurvés, et à chasser des bornes d'arcade vintage. C'était mon sanctuaire, un monument à mon travail acharné et à mon indépendance. Pendant ce temps, j'ai aussi rencontré Marin. Elle était chercheuse en pharmacologie. Elle était brillante, farouchement indépendante, et elle possédait un calme, une attitude inébranlable qui ancrait mon esprit parfois anxieux. Elle était l'opposé absolu de ma famille. Elle ne m'a jamais rien demandé, sauf mon temps et mon honnêteté. Nous avons construit une belle vie ensemble.
pendant 5 années entières, ma vie a été merveilleusement calme. Le chaos toxique de mes parents et de mon frère me semblait un mauvais film que j'avais vu il y a longtemps, jusqu'à un mardi matin. J'étais à mon bureau au travail, sirotant un café, vidant mon dossier de spam. Mes yeux ont aperçu une ligne d'objet qui m'a donné un coup au ventre. L'email était simplement intitulé « Vie ou mort ». Il venait d'une adresse email que je reconnaissais comme étant celle de ma mère. Le cauchemar n'était pas terminé. En fait, il ne faisait que se réveiller. J'ai fixé l'écran pendant ce qui m'a semblé une heure. Mon doigt a plané au-dessus du bouton « Supprimer ». Chaque partie logique de mon cerveau me criait d'envoyer cet email dans le vide numérique, de changer mon adresse email et de continuer ma journée. Mais les mots « vie ou mort » me rongeaient l'esprit. Et si Alden avait eu une crise cardiaque? Et s'il y avait eu un accident de voiture mortel? Contre mon meilleur jugement, j'ai cliqué pour ouvrir le message. C'était frénétique, mal tapé et désespéré. Geneviève écrivait qu'elle savait que 5 ans s'étaient écoulés. Elle savait que des choses avaient été dites qui ne pouvaient être retirées, mais elle me suppliait à genoux de les rencontrer. Elle disait que c'était à propos de Sullivan. Elle affirmait qu'il était en danger terrible, et qu'ils avaient besoin de mon aide juste une dernière fois. Elle m'a donné l'adresse d'un restaurant bon marché et délabré en bordure de ville, et m'a demandé d'être là le samedi après-midi. J'ai montré l'email à Marin ce soir-là. Elle l'a lu 2 fois, les sourcils froncés dans une profonde concentration. Marin était incroyablement analytique. Elle n'a pas paniqué. Elle m'a juste regardé et m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit que je devais savoir si quelqu'un était vraiment en train de mourir. Je devais savoir si c'était un piège. Je devais les regarder dans les yeux et mettre fin à cela définitivement, pour ne plus jamais avoir à me poser la question. Marin m'a tenu la main et m'a dit qu'elle viendrait avec moi. Elle ne me laisserait pas marcher seule dans une embuscade potentielle. Le samedi après-midi est arrivé avec un ciel lourd et gris. Le restaurant sentait la vieille graisse, l'eau de javel, et le café brûlé. Nous sommes entrés et nous nous sommes dirigés vers la banquette du fond. Ils étaient là. Le changement en eux était choquant. Alden avait l'air dégonflé, ses larges épaules affaissées. Geneviève avait l'air d'avoir 10 ans de plus, son maquillage était taché et négligé. Et Sullivan ressemblait à un fantôme ambulant. Sa peau était pâle. Ses mains tremblaient violemment, et il n'arrêtait pas de regarder par-dessus son épaule vers la porte. Kreza était assise à côté de lui, serrant un mouchoir froissé, tapotant ses yeux secs. Marin et moi nous sommes glissés sur la banquette en face d'eux. Je n'ai pas offert de salutation. J'ai juste demandé ce qui était si critique que c'était une question de vie ou de mort. Geneviève a tendu la main sur la table collante, essayant de saisir la mienne. Je l'ai retirée. Elle a ravalé un sanglot et a dit que Sullivan avait fait une terrible erreur. Il s'était impliqué dans le trading sur marge et des investissements obscurs en crypto-monnaie. Mais il n'avait pas seulement perdu son propre argent. Il avait beaucoup emprunté. J'ai gardé ma voix complètement neutre et j'ai demandé exactement combien il devait. Sullivan a gardé les yeux rivés sur la table, sa voix à peine un murmure. Il a dit que le montant était de 600 000 $. Les yeux de Marin se sont légèrement écarquillés, mais elle est restée parfaitement silencieuse. 600 000 $. C'était un montant astronomique, absurde. Kreza s'est soudainement penchée en avant, abandonnant son rôle mielleux. Sa voix était aiguë et frénétique. Elle m'a dit que ce n'étaient pas des prêts bancaires normaux. C'étaient des gens dangereux, violents, issus de cercles de capital investissement non réglementés. Elle affirmait qu'ils savaient où Sullivan vivait. Elle affirmait qu'ils avaient menacé de lui casser les jambes et de s'en prendre à sa famille. Elle a dit qu'il manquait de temps. Et puis Alden m'a regardé. Le vieillard de patriarche arrogant est revenu dans ses yeux. Il s'est raclé la gorge et a prononcé les mots que je savais venir. Il m'a dit que j'avais un atout majeur. Il a dit que le marché immobilier avait explosé. Il m'a dit que je devais mettre la maison du lac en vente immédiatement. Il a dit que la valeur nette serait plus que suffisante pour couvrir les 600 000 $ et sauver la vie de mon frère. Je l'ai juste regardé. 5 ans sans contact. 5 ans sans savoir si j'étais en bonne santé, malade ou mort. Et leur grand retour triomphal dans ma vie était de me demander de vendre ma maison, mon sanctuaire, pour effacer un demi-million de dollars de dette de jeu de mon frère.
J'ai laissé échapper un rire court et creux. J'ai regardé Sullivan et je lui ai dit qu'il avait creusé un trou immense, et que maintenant il était temps pour lui de trouver comment en sortir. Je lui ai dit de déclarer faillite, de prendre 3 emplois, de fuir le pays si ça lui chantait. Mais ma maison n'était pas sa bouée de sauvetage. J'ai sorti un billet de 20 $ neuf de mon portefeuille, je l'ai jeté sur la table pour couvrir les cafés que nous n'avions même pas commandés, et je me suis levé. Je leur ai dit de ne plus jamais me contacter. Marin et moi sommes sortis du restaurant sans regarder en arrière. Je pensais que mon non au ferme serait la fin définitive du cauchemar, mais j'ai sous-estimé leur désespoir. Pour eux, mon refus n'était pas une limite. C'était une déclaration de guerre. Le harcèlement a commencé moins de 48 heures après que j'ai quitté ce restaurant. C'était un siège coordonné, implacable, conçu pour briser mon esprit et me forcer la main. D'abord, il y a eu les appels téléphoniques, des dizaines, venant de numéros inconnus, de téléphones jetables. Ils ont rempli ma boîte vocale d'un mélange de sanglots hystériques de Geneviève, me suppliant de ne pas laisser mon frère se faire assassiner, et de menaces furieuses et venimeuses d'Alden, me traitant de sociopathe, de traître et de tueur de sang-froid. J'ai bloqué chaque numéro, mais ils ont juste continué à trouver de nouvelles façons de me joindre. Ensuite, ils sont passés à l'intimidation physique. Un jeudi soir pluvieux, j'ai regardé par la fenêtre de ma maison du lac pour voir le pick-up rouillé de mon père tourner au ralenti de l'autre côté de la rue. Il n'est pas sorti. Il est juste resté là, dans l'obscurité, les phares braqués directement dans mon salon, fumant une cigarette. Il est resté là pendant 3 heures angoissantes. C'était une menace psychologique claire, nous savons exactement où tu dors. Le point de rupture absolue s'est produit à mon bureau. J'étais au milieu d'une visioconférence à enjeux élevés avec notre équipe de direction lorsque mon téléphone de bureau a sonné. Il a contourné la réceptionniste car il était marqué comme une urgence familiale. J'ai répondu en pensant que ce pourrait être Marin. Au lieu de cela, c'était Alden. Il criait si fort que les cadres en visioconférence pouvaient entendre la distorsion à travers mon casque. Il a exigé que je signe la cession de la maison. J'ai raccroché immédiatement, mon visage brûlant d'une humiliation profonde et intense. Je perdais le sommeil. Je vérifiais constamment les serrures. Ma belle maison du lac, l'endroit qui était censé être ma forteresse, est soudainement devenu une prison hautement ciblée. Marin était incroyablement solidaire, mais je pouvais voir que le stress pesait lourdement sur elle aussi. Puis, un dimanche après-midi, j'ai reçu un appel téléphonique de mon oncle Gideon. Gideon était le jeune frère de mon père. En grandissant, il était le seul à sembler relativement sain d'esprit. C'était un promoteur immobilier prospère, toujours pragmatique, toujours le pacificateur. Espérant qu'il pourrait raisonner mes parents dérangés, j'ai répondu à l'appel. La voix de Gideon était douce, empreinte d'une fausse préoccupation. Il m'a dit que la situation était un désastre complet. Il a dit qu'il savait que mes parents agissaient de manière folle, mais il a insisté sur le fait que Sullivan était réellement en danger physique profond. Il m'a dit que la famille devait rester unie quand les choses allaient mal. Il a poussé doucement mais fermement, disant que vendre la maison du lac était la seule stratégie de sortie logique et propre pour assurer la sécurité de la famille. J'ai discuté avec lui. Je lui ai dit que c'était profondément injuste. J'ai demandé pourquoi Sullivan ne pouvait pas aller à la police. Et c'est là que Gideon a commis une erreur fatale. Il est devenu un peu trop à l'aise. Il a soupiré lourdement dans le combiné et a dit « Écoute, Harrison, je sais que c'est pénible, mais j'ai aussi un peu de capital immobilisé dans son projet. Beaucoup d'entre nous en ont. Nous avons juste besoin de liquider cette maison pour que tout le monde puisse récupérer son dû. » Les mots sont restés suspendus dans l'air. J'ai aussi un peu de capital immobilisé dans son projet. Mon estomac a violemment plongé dans mes chaussures. La réalisation m'a frappé comme un train de marchandises en fuite. Gideon n'appelait pas par préoccupation au clic. Il était un créancier. Sullivan n'avait pas seulement emprunté à des prêteurs de l'ombre dangereux. Il avait escroqué sa propre famille élargie. Gideon avait investi son propre argent dans les déchets crypto-fantômes de Sullivan. Toute cette campagne de terreur, le restaurant, les pleurs, les menaces, le harcèlement. Il ne s'agissait pas seulement de sauver Sullivan de la mafia. Il s'agissait de sauver le portefeuille de Gideon. Ils utilisaient ma culpabilité, le désespoir de mes parents et mes biens durement acquis comme une énorme tirelire pour se sortir d'un mauvais investissement.
La trahison était si profonde, si dégoûtamment putride qu'elle m'a littéralement fait avoir la nausée. Je n'ai pas dit un mot de plus. J'ai juste raccroché le téléphone. Je me suis assis sur le sol de mon couloir, fixant le mur d'un regard vide. Ma famille ne me voyait pas comme un être humain. J'étais juste un carnet de chèques ambulant et respirant, et ils allaient brûler ma vie jusqu'à ce que ce carnet de chèques s'ouvre. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Marin. Elle était dans son laboratoire, mais elle a répondu à la première sonnerie. Ma voix tremblait, se brisait sous le poids intense de l'épuisement et de la rage. Je lui ai dit que je ne pouvais plus supporter ça. Je lui ai parlé de Gideon. J'ai dit qu'il n'arrêterait jamais. Il saboterait ma carrière. Il harcèlerait ma maison. Il ruinerait tout. La voix de Marin était incroyablement calme, un phare stable dans ma tempête déchaînée. Elle m'a demandé exactement ce que je voulais faire. J'ai pris une profonde inspiration tremblante, prenant la décision la plus difficile et la plus libératrice de ma vie. Je vais vendre la maison, lui ai-je dit. Mais ils n'en recevront pas un seul centime. Marin n'a pas hésité une microseconde. Elle a simplement dit, d'accord, faisons-le. Je devais agir avec une précision absolue et une discrétion totale. Si ma famille attrapait même un murmure que la maison du lac allait être mise en vente, ils descendraient comme des vautours. Ils déposeraient de fausses requêtes. Ils harcèleraient les acheteurs potentiels. Ils feraient tout ce qui était en leur pouvoir toxique pour intercepter l'argent. J'avais besoin que cette vente soit complètement invisible. Le lendemain matin, j'ai contacté une agente immobilière haut de gamme et extrêmement discrète nommée Clara. Je lui ai expliqué ma situation sans rien omettre. Je lui ai dit que j'avais besoin d'une transaction furtive, pas de panneaux à vendre, sur la pelouse impeccablement entretenue, pas d'annonces publiques en ligne, pas de journée portes ouvertes avec des voisins curieux qui se promèneraient dans mon salon. J'avais besoin d'un acheteur au comptant, qui valorisait la confidentialité et la rapidité, et j'étais prêt à baisser le prix demandé de 5% pour que cela se produise instantanément. Clara était une professionnelle absolue. Elle m'a dit qu'elle avait un réseau privé de clients qui préféraient les transactions hors marché. En 3 jours, elle m'a présenté exactement une acheteuse potentielle. Son nom était Madame Beatrix. C'était une femme d'environ 70 ans, une juge d'État à la retraite dont le mari était récemment décédé. Elle cherchait à se désengager de son immense propriété pour quelque chose de plus calme, quelque chose au bord de l'eau. Madame Beatrix a visité la maison du lac pendant exactement 20 minutes. Elle marchait avec une canne à pointe d'argent, ses yeux vifs et perçants observant les boiseries sur mesure, le salon de jeux immaculé au sous-sol, et la vue panoramique sur le lac. Elle s'est arrêtée dans le salon, s'est tournée vers moi et a dit, « C'est une structure solide, bien entretenue. Je paierai intégralement par virement bancaire. Nous clôturons dans 14 jours. » C'était fait, juste comme ça. L'univers, semblait-il, récompensait enfin ma décision de couper les ponts. Le lendemain même au travail, mon directeur m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit que notre entreprise ouvrait un nouveau centre de données massif dans une ville à 3 heures de route, la ville exacte où se trouvait le principal centre de recherche de Marin. Il m'a offert le poste d'architecte principal, avec une promotion considérable, une augmentation de salaire substantielle, et un forfait de déménagement complet. Pendant que mes parents et mon frère passaient leur journée à comploter dans un appartement bon marché, essayant de trouver comment détruire ma vie pour voler mon argent, je m'accélérais secrètement vers un avenir qu'ils ne pouvaient même pas comprendre. La clôture s'est faite entièrement électroniquement. L'argent est arrivé sur mon compte, une somme énorme qui a changé ma vie. La maison du lac appartenait officiellement à Madame Beatrix. J'ai passé un seul week-end frénétique à emballer ma vie dans un camion de déménagement. Marin m'a aidé à emballer chaque moniteur, chaque pièce d'équipement PC personnalisé du salon de jeu. Quand la maison fut entièrement vide, je me suis tenu dans l'allée et j'ai pris une décision stratégique très calculée. Je suis allé dans un magasin d'occasion local et j'ai acheté quelques pièces de pure camelote. Une télévision cathodique cassée et encombrante, un fauteuil déchiré, quelques cartons vides, et un lampadaire cassé. Je les ai placés à l'intérieur de la maison, visibles à travers la fenêtre de la terrasse arrière. De l'extérieur, surtout dans l'obscurité, cela aurait l'air que quelqu'un y vivait encore, ou du moins y stockait des choses. C'était l'appât. Je savais que la rage de ma famille bouillonnait. Je savais que lorsqu'ils réaliseraient que je les ignorais, ils viendraient finalement forcer la situation. Je voulais qu'ils pensent qu'ils avaient encore une cible.
J'ai remis les lourdes clés en laiton à Clara, l'agente, qui les livrerait à Madame Beatatrix. Je suis monté dans le camion de déménagement, Marin sur le siège passager à côté de moi, et j'ai quitté la maison du lac pour la toute dernière fois. Je me sentais incroyablement léger. La chaîne lourde et suffocante qui me liait au drame sans fin de ma famille était enfin et définitivement rompue. J'ai bloqué mes parents, mon frère, et mon oncle sur toutes les plateformes imaginables. J'ai changé mon numéro de téléphone. J'ai effacé mes réseaux sociaux. Je suis effectivement devenu un fantôme. Je suis sorti du piège, laissant la porte grande ouverte derrière moi. Et, comme je l'avais prédit, les loups, aveuglés par leur propre avidité et leur sentiment de droit, s'y sont engouffrés. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous êtes indigné par la façon dont la famille Harrison l'a traité, veuillez aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne, et laisser un commentaire avec le nom de la ville où vous habitez. Chaque commentaire aide la vidéo à atteindre plus de spectateurs. Merci beaucoup. Je ne découvrirai les détails exacts de ce qui s'était passé pendant ces 2 semaines de mon silence que bien plus tard. Les informations me parvinrent par fragments, principalement par une connaissance commune qui parlait encore à la sœur de Kreza. Mais en les reconstituant toutes, le tableau qu'elle peignait était celui d'une illusion absolument terrifiante. Pour ma famille, mon silence n'était pas une limite. Ce n'était pas un appel à être laissé seul. Pour eux, mon silence était un défi direct et arrogant. C'était moi, le fils ingrat et égoïste, qui ignorait activement leur désespoir légitime. Ils croyaient que j'étais assis dans ma maison du lac, comptant mon argent, me moquant de leur misère. La pression sur Alden et Geneviève montait à un point d'ébullition. Le délai fantôme pour la dette de 600 000 $ de Sullivan approchait rapidement, et Sullivan jouait le rôle de sa vie. Selon les rumeurs, il faisait des crises de panique complètes dans le salon de mes parents, hyperventilant et affirmant que les prêteurs de l'ombre étaient passés devant son appartement. Il était en train de convaincre mes parents qu'il était un homme mort en sursis. Mon père, Alden, faisait les 100 pas comme un animal enragé en cage. Sa fierté était profondément blessée. Il m'avait donné un ordre, et pour la première fois de ma vie, je l'avais complètement ignoré. Mais ce fut Kreza, la manipulatrice silencieuse, qui planta la dernière graine empoisonnée qui allait les pousser au bord de la folie pure et simple. Selon l'ami commun, Kreza était assise à la table de cuisine de mes parents un soir, sirotant une tasse de thé, jouant parfaitement le rôle de l'épouse dévouée et terrifiée. Elle laissa échapper un long soupir théâtral et se pencha près de ma mère. Sa voix était un mélange sirupeux et venimeux de fausse sympathie et de calcul rusé. Elle chuchota à Geneviève qu'elle était si profondément inquiète de l'injustice de tout cela. Elle demanda ce qui se passerait si Harrison vendait la maison secrètement et s'enfuyait avec tout cet argent. Elle planta l'idée que si la famille ne pouvait pas avoir la valeur nette pour sauver la vie de Sullivan, alors je ne devais pas non plus être autorisé à la voir. Elle a dit, ce ne serait tout simplement pas juste que je vive dans le luxe pendant que Sullivan est à l'hôpital ou pire. Kreza n'eut pas besoin de prononcer les mots réels ouvertement. Elle n'eut pas besoin de leur dire explicitement de commettre un crime. L'implication planait dans l'air comme une fumée toxique et suffocante. Elle savait exactement comment déclencher le sentiment de droit profondément enraciné de mes parents. S'ils ne pouvaient pas extraire l'argent de ma propriété, ils s'assureraient absolument que je ne le puisse pas non plus. Ils détruiraient sa valeur. Ils détruiraient mon sanctuaire. C'était une stratégie née d'une pure autodestruction malveillante. C'était l'acte final et désespéré d'une famille qui avait complètement oublié comment construire quoi que ce soit de valeur dans leur vie, et qui ne savait que détruire les choses pour les ramener à leur niveau misérable. Et dans leur rage aveuglante et obsessionnelle, ils n'avaient absolument aucune idée que j'avais déjà remis les lourdes clés en laiton à quelqu'un d'autre. Ils chargeaient agressivement leurs armes pour une bataille massive qui était déjà terminée. Ils marchaient sur un champ de bataille où les seules personnes qu'ils pouvaient blesser étaient eux-mêmes. La nuit qu'ils ont choisie pour leur grande vengeance fut un mardi sans lune, d'une obscurité étouffante. Une épaisse et lourde couverture de nuages recouvrait le ciel, engloutissant complètement la lumière ambiante des lampadaires. C'était la scène dramatique parfaite pour ce qu'ils étaient sur le point de faire. Ils ont emprunté une fourgonnette de livraison sombre et sans marque à l'un des vieux compagnons de boisson d'Alden. Ils l'ont garé à un pâté de maison de la maison du lac, leurs silhouettes englouties par les ombres profondes des grands chênes. Ils formaient un trio terrifiant et pathétique. Mon père, Alden, marchait en tête de la troupe. Son visage était figé dans un masque sinistre, profondément, et vraiment troublant de fureur juste. Dans ses grandes mains calleuses,
Il portait un marteau en acier massif de qualité industrielle. Ma mère, Geneviève, dont la peur et l'anxiété s'étaient complètement transformées en une résolution dure et amère, serrait fermement un lourd pied de biche en fer, et traînant derrière eux se trouvait Sullivan, l'enfant prodige. La prétendue victime pour qui toute cette folie était orchestrée. Il était armé d'une épaisse batte de baseball en bois, ses yeux dardant de partout, remplis d'un mélange écœurant de lâcheté et d'adrénaline. Ils se sont faufilés sur le côté de la propriété, traversant l'herbe humide vers la terrasse arrière. Ils ont regardé à travers les portes coulissantes en verre et ont vu les objets que j'avais intentionnellement laissés. La télévision cassée, les cartons, le fauteuil, l'appât. Dans l'obscurité, cela ressemblait exactement à une maison habitée. Ils ont supposé que j'étais parti. Ils connaissaient mon horaire de travail et ils ont supposé que je faisais un quart de nuit au centre de données, ou peut-être que j'étais hors de la ville pour essayer de me cacher d'eux. Il ne leur est littéralement jamais venu à l'esprit arrogant que quelqu'un d'autre puisse être à l'intérieur de cette maison. Ils n'ont jamais pris la peine de vérifier les registres de propriété. Ils n'ont jamais pris la peine de chercher un camion de déménagement. Leur colère les avait rendus complètement et désespérément aveugles. Alden s'est approché de la porte coulissante en verre. Il n'a pas hésité. Il n'a pas pris de pause pour considérer les conséquences monumentales et bouleversantes de franchir cette ligne. Il a levé le marteau en acier massif et l'a abaissé avec un fracas écœurant et assourdissant. Le verre trempé de la porte de la terrasse a explosé vers l'intérieur, faisant pleuvoir des milliers d'éclats tranchants et scintillants sur le parquet. Pendant un bref instant suspendu, les trois se sont juste tenus là sur la terrasse, respirant lourdement, écoutant le silence soudain et profond de la maison. Aucune alarme n'a retenti. Aucun chien n'a aboyé. Encouragés par le silence, ils ont franchi le cadre brisé, leurs bottes craquant bruyamment sur le verre brisé. Ils n'étaient pas venus pour voler. Ce n'était pas un vol. C'était une profonde violation personnelle. C'était un acte de vengeance pure, non diluée, haineuse. Ils ont immédiatement contourné les chambres à l'étage et se sont dirigés directement vers le sous-sol. Le sous-sol était ma fierté et ma joie, le salon de jeu. Mais voici la belle et incroyable ironie de la situation. Lorsque Madame Beatrix a acheté la maison, elle ne voulait pas seulement un endroit calme pour lire. Son défunt mari était un fanatique absolu d'équipements audio et visuels haut de gamme vintage, ainsi que de meubles anciens inestimables. Madame Beatrix avait déplacé tous ses amplificateurs sur mesure incroyablement chers, ses immenses écrans plats, et ses rares vitrines en acajou sculptées à la main dans ce même sous-sol. Elle voulait préserver sa mémoire dans un espace dédié. Lorsque ma famille a allumé la lumière au bas des escaliers, leurs yeux se sont écarquillés. Ils ont vu des étagères d'appareils électroniques brillants, incroyablement chers. Ils ont vu des écrans immaculés. Ils ont vu des fauteuils inclinables en cuir et des tables en verre. Pour leurs esprits tordus, tout cela était à moi. C'était le luxe que j'accumulais pendant que mon frère souffrait. Alden a laissé échapper un rugissement guttural de pure colère. Il a balancé l'énorme marteau en acier comme une arme médiévale. Il l'a abattu directement au centre d'un magnifique écran personnalisé de 80 pouces. Des étincelles ont jailli dans l'air, et l'écran a implosé avec un boom creux et terrifiant. Geneviève, une femme qui cuisinait des biscuits pour la fête de quartier, est soudainement devenue féroce. Elle a pris son lourd pied de biche en fer et l'a brisé contre une vitrine en verre qui contenait une collection de tourne-disques vintage, parfaitement conservés. Le verre s'est brisé, et elle a commencé à frapper aveuglément la machinerie délicate à l'intérieur jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un tas de métal tordu et d'éclats. Elle a arraché des photos encadrées des murs, des photos des petits-enfants et du défunt mari de Madame Beatrix, et les a jetées par terre, piétinant violemment les cadres avec une fureur que je n'aurais jamais pu imaginer qu'elle possédait. Et puis il y avait Sullivan, mon frère pathétique et lâche. Il balançait sa batte de baseball sur les lampes, les vases, les petits moniteurs. Chaque fracas, chaque bris de verre était une libération physique de son propre profond dégoût de soi. Il redirigeait tous ses échecs, tous ses mensonges, sur les objets inanimés qu'il croyait être les symboles de mon succès. Il détruisait une vie qu'il enviait et ressentait profondément. Ils ont arraché les coûteux rideaux acoustiques. Ils ont renversé de lourdes bibliothèques en chêne, envoyant des centaines de livres rares reliés en cuir se répandre sur le sol. Ils ont lacéré les coussins des canapés en cuir vintage avec des morceaux de verre brisés. En moins de 10 minutes, ils ont transformé une pièce incroyablement chaleureuse et magnifiquement aménagée en une zone de guerre absolue.
Ils ont transformé un sanctuaire du défunt mari d'une veuve en un tas de débris fumants et dentelés. Le coût total des dommages, que les experts en assurance et la police estimeraient plus tard, était légèrement supérieur à 150 000 $. Mais dans leur frénésie aveugle et violente, ils avaient commis une erreur fatale et catastrophique. Madame Beatrix avait le sommeil très léger. Elle avait passé les 10 dernières années de sa vie à prendre soin d'un mari atteint d'une maladie terminale, et son cerveau était programmé pour se réveiller au moindre bruit. Elle dormait dans la grande chambre principale au 2e étage lorsqu'elle a entendu le son explosif et reconnaissable de la porte de la terrasse qui se brisait. Son cœur a bondi dans sa gorge, mais elle n'a pas crié. Elle n'a pas paniqué. Lorsque vous passez 30 ans en tant que juge d'État à traiter avec les pires criminels de la ville, vous apprenez à garder votre sang-froid dans une crise. Elle est sortie silencieusement de son lit, ses pieds nus glissant sans bruit sur l'épais tapis. Elle a saisi son téléphone portable sur la table de chevet et s'est dirigée directement vers la salle de bain principale. Elle a fermé la lourde porte en chêne, l'a verrouillée, et est entrée dans le grand dressing. Ses doigts ne tremblaient même pas lorsqu'elle a composé le numéro d'urgence. L'opérateur a répondu immédiatement. Madame Beatrix a parlé d'un chuchotement discret et parfaitement stable. Elle a dit à l'opérateur qu'il y avait plusieurs intrus à l'intérieur de sa maison. Elle leur a donné l'adresse exacte de la maison du lac. Elle a dit qu'ils étaient actuellement au sous-sol, détruisant activement la propriété avec des outils lourds. Elle a noté qu'ils semblaient extrêmement violents. En raison du caractère haut de gamme du quartier et de la mention d'intrus violents avec des armes, la réponse policière a été immédiate et massive. Alors que mon père, ma mère et mon frère continuaient leur saccage haletant et en sueur au sous-sol, alimentés par une rage toxique qu'ils croyaient réellement justifiée, 4 voitures de police roulaient déjà silencieusement dans les rues sombres de la banlieue. Ils avaient coupé leurs sirènes et leurs phares, convergeant rapidement sur la paisible maison du lac qui était soudainement devenue une scène de crime majeur. Au moment où Alden a levé son marteau en acier pour donner un dernier coup à un récepteur audio personnalisé, la lourde porte d'entrée de la maison a été violemment défoncée. Des lampes de poche ont traversé l'obscurité. Les voix fortes et autoritaires de 4 policiers armés ont retenti dans les escaliers du sous-sol, leur hurlant de lâcher leurs armes et de se coucher par terre. Le lourd marteau en acier a glissé des mains moites de mon père, frappant le sol avec un bruit sourd. Geneviève a laissé tomber son pied de biche et a immédiatement commencé à crier. Sullivan est simplement tombé à genoux, mouillant son pantalon dans une terreur pure et non dissimulée. Je suis arrivé au poste de police de Lakewood juste au moment où le soleil commençait à teinter le ciel oriental d'une lumière pâle et maladive. Je n'avais pas dormi un clin d'œil. Les 3 heures de route de ma nouvelle ville à mon ancienne ville natale n'avaient été qu'un flou de lumière d'autoroute et de cafés de station-service affreux. Mon esprit ne cessait de rejouer les mots de l'officier Davis en boucle infinie. L'officier Davis m'a rencontré près du comptoir de la réception. C'était un homme grand et large d'épaules avec des yeux fatigués. Il m'a serré la main et m'a remercié d'être venu si vite. Ma voix était complètement rauque, dénuée de toute émotion. Je lui ai demandé où il se trouvait. Il a laissé échapper un lourd soupir, un son d'épuisement professionnel. Il m'a dit qu'il se trouvait actuellement dans une zone de rétention, en attente d'une salle d'interrogatoire. Il a dit qu'il n'était pas du tout coopératif. Il a mentionné qu'il continuait à exiger de me voir, criant à quiconque voulait les écouter que j'étais leur fils, et que j'allais venir ici pour résoudre tout ce malentendu. Il m'a conduit dans un couloir stérile, violemment éclairé au néon. L'odeur de cire à plancher et de sueur rance était accablante. Nous nous sommes arrêtés devant une lourde porte métallique avec un grand miroir sans teint épais. Je me suis approché de la vitre et j'ai regardé à travers, et ils étaient là, ma famille. Les monstres terrifiants qui avaient hanté mes rêves et vidé ma vie pendant 3 décennies. Ils étaient assis sur un banc métallique dur dans la cellule de rétention, l'air incroyablement petit, fragile et pathétique sous les lumières crues. Les jointures d'Alden étaient fortement écorchées et saignantes, sa chemise déchirée et couverte de poussière. Les cheveux de Geneviève étaient un fouillis sauvage et emmêlé, et des traces sombres de mascara coulé tachaient ses joues. Elle tenait un mouchoir froissé, fixant le sol d'un regard vide. Sullivan était recroquevillé en position fétale à l'extrémité du banc, se balançant d'avant en arrière, mâchant violemment son pouce comme un enfant en bas âge terrifié et surdimensionné. L'officier Davis se tenait à côté de moi, les bras croisés. Il a parlé doucement. Il m'a dit que la propriétaire, Madame Beatrix, portait plainte pour les charges maximales absolues. Il les a énumérées, crime d'effraction, crime de destruction de biens, intrusion aggravée.
Il a dit qu'étant donné la valeur astronomique de l'équipement détruit au sous-sol, dépassant facilement les 150 000 $, il risquait une très grave peine de prison d'État obligatoire. Et cela n'incluait même pas le procès civil que les avocats de Madame Beatrix étaient déjà en train de préparer. Il m'a regardé avec une pointe de sympathie et a dit qu'ils allaient avoir besoin d'un avocat de la défense très, très cher. Les mots sont restés suspendus dans l'air stérile. Un problème coûteux, le genre exact de problème massif et catastrophique que l'on s'attendait à ce que je résolve. L'officier Davis m'a demandé si je voulais leur parler avant qu'ils ne soient officiellement traités et incarcérés. Je n'ai pas hésité une seule seconde. Je lui ai dit, oui, absolument. Il a ouvert la porte et m'a fait entrer dans la salle de rétention. La lourde porte s'est refermée derrière moi, résonnant bruyamment. Au moment où leurs yeux ont enregistré ma présence, une immense vague de soulagement visible a envahi leurs visages épuisés. Mais ce soulagement a été instantanément et de manière prévisible suivi par leur vague toxique habituelle de blâme et de sentiment de droit. Geneviève s'est levée du banc, se précipitant vers moi, les bras tendus. « Harrison. Oh, Dieu merci, tu es là », s'est-elle écriée. J'ai fait un pas en arrière, levant la main pour l'arrêter. Je ne l'ai pas laissé me toucher. Alden s'est levé, bombant le torse, essayant désespérément de retrouver un semblant de son autorité patriarcale brisée. Il a pointé un doigt sanglant et tremblant vers moi. « C'est ta faute », a-t-il rugi, son visage se contorsionnant avec cette rage familière et laide. Tout cela. Si tu avais juste été un bon fils respectueux et que tu avais aidé ton frère quand il était en difficulté, absolument rien de tout cela ne serait arrivé. Tu nous as forcé la main. Nous essayons juste de te donner une leçon sur la famille. J'ai laissé ces mots résonner contre les murs de béton. Je les ai regardés tous les trois. J'avais attendu 5 longues et angoissantes années pour ce moment précis. 5 ans à être le méchant de leur récit fictif tordu. 5 ans à être le monstre égoïste qui les avait abandonnés. Maintenant, c'était enfin à mon tour d'écrire la fin de l'histoire. J'ai gardé ma voix dangereusement calme. Le genre de calme qui domine toute la pièce. J'ai répété ces mots. Une leçon. Une leçon de quoi exactement? Comment commettre un crime violent? Comment détruire une propriété comme une meute d'animaux sauvages? Comment terroriser une veuve âgée au milieu de la nuit? Sullivan a gémi du coin, sa voix se brisant. Il a dit qu'il pensait que la maison était complètement vide. Il a dit qu'il pensait que j'étais au travail. J'ai tourné mon regard vers lui. Vous pensiez que ma maison était vide? J'ai corrigé. J'ai laissé le silence lourd et suffocant s'étirer pendant 10 secondes entières. J'ai regardé leur visage confus et en colère tressaillir. J'ai regardé Alden croiser les bras, croyant toujours avoir le dessus, croyant toujours que j'allais faire un chèque pour faire disparaître tout cela. J'ai laissé un petit sourire, complètement froid, toucher les coins de mes lèvres. Et puis, avec une précision chirurgicale absolue, j'ai livré le coup dévastateur final. C'est ça le plus drôle dans tout cela, Alden, ai-je dit, ma voix cristalline, chaque mot étant une pierre parfaitement lancée qui frappe du verre. Ce n'est pas ma maison. Alden a cligné lourdement des yeux. La colère affaiblit une seconde, remplacée par la confusion. Il a bégayé, demandant de quoi diable je parlais. Ce n'est pas ma maison, ai-je répété, parlant très lentement, savourant chaque syllabe. Je l'ai vendue il y a 3 semaines. La femme que vous venez de terroriser chez elle. La femme dont vous venez de briser en morceaux l'équipement inestimable de son mari avec des marteaux en acier. Son nom est Madame Beatrix. C'est une juge d'État à la retraite. Vous n'avez pas fait effraction chez moi. Vous avez fait effraction chez une complète et totale inconnue. J'ai regardé la couleur s'effacer complètement de leur visage. C'était comme regarder un seau de peinture blanche les inonder. La bouche d'Alden s'est ouverte et fermée silencieusement comme un poisson étouffant sur la terre ferme. Geneviève a laissé échapper un petit halètement étranglé, ses mains s'envolant pour couvrir sa bouche. Sullivan m'a juste regardé, ses yeux écarquillés par une horreur naissante, absolument incompréhensible. Tout le fondement de leur colère pharisaïque. Toute la justification tordue de leur acte criminel s'est complètement effondrée en poussière en une fraction de seconde. Ils ne m'avaient pas puni. Ils n'avaient pas donné une leçon à leur fils égoïste. Ils avaient commis un crime aléatoire, absolument insensé, hautement destructeur contre une femme innocente et puissante. Et le meilleur,
c'est que je n'étais pas là pour les sauver. Je les ai regardés une dernière fois, j'ai fait demi-tour, j'ai frappé à la porte métallique et je suis sorti de la pièce. Ce fut le moment exact qui a tout changé. Ce fut le moment où j'ai enfin repris le contrôle absolu de ma vie. Merci d'avoir regardé jusqu'au dénouement. Veuillez ajouter un commentaire avec le mot-clé « Fini ». C'est le symbole spécial pour les merveilleux spectateurs qui ont regardé jusqu'ici, et j'aimerais et répondrai à chaque commentaire contenant le mot-clé « Fini ». Les répercussions légales de leur décision catastrophique furent rapides, impitoyables et absolument brutales. L'illusion, longtemps entretenue par ma famille, selon laquelle j'apparaîtrais comme par magie avec une équipe d'avocats de haut vol et un chéquier sans fond, s'est complètement évaporée face à la réalité dure et froide du système de justice pénale. Ils n'avaient plus affaire à leur fils décevant et facile à manipuler. Ils avaient affaire à l'État, et ils avaient affaire à Madame Beatatrix. Madame Beatatrix, bien que physiquement ébranlée par l'événement, était une femme incroyablement résolue. Ce n'était pas une personne naturellement vindicative, mais elle croyait fermement à la nécessité absolue des conséquences. Son défunt mari était un maniaque des règles, et elle était farouchement déterminée à mener toute cette épreuve à son terme pour honorer sa mémoire et protéger sa maison. Elle a engagé un avocat en litige impitoyable et de premier ordre, un homme aussi aiguisé qu'un requin et qui ne plaisantait pas. Celui-ci a immédiatement intenté un procès civil massif contre mes parents et mon frère pour le coût détaillé total des dommages, plus des dommages-intérêts punitifs importants pour détresse émotionnelle grave. Face à la montagne de preuves absolument accablantes, leurs empreintes digitales couvrant chaque surface, l'équipement brisé, l'appel d'urgence terrifiant de Madame Beatatrix et leurs propres aveux idiots filmés à l'arrière du véhicule de police concernant leur tentative de donner une leçon à leur fils, leur défenseur public surchargé et sous-payé leur a conseillé d'accepter absolument toute offre de plaidoyer que le procureur leur proposerait. S'ils allaient à un procès avec jury, ils étaient assurés de passer des années dans un pénitencier d'État. Le procureur, probablement en tenant compte de l'âge avancé de mes parents et de leur absence d'antécédents criminels violents, a offert un accord dur mais standard. Ils devraient plaider coupables de vandalisme criminel et d'intrusion criminelle. L'accusation d'effraction serait abandonnée sous condition. Cependant, les conditions étaient absolument non négociables, 5 ans de probation stricte, une thérapie obligatoire de gestion de la colère, des centaines d'heures de travaux d'intérêt général, et surtout, un remboursement intégral en espèces à la victime avant que le juge ne signe l'accord. Un remboursement intégral et anticipé de 150 000 $. Ils ne l'avaient pas. Leurs économies de retraite avaient été lentement et complètement asséchées par la série interminable d'échecs de Sullivan il y a des années. Ils n'avaient qu'un seul actif majeur restant au monde, leur propre maison. La maison où j'avais grandi, la maison où ils m'avaient exigé de leur remettre les économies de ma vie. Il n'y avait absolument aucun autre choix. S'ils ne payaient pas Madame Beatatrix, l'accord de plaidoyer serait révoqué et ils iraient en prison. Ils ont dû mettre la maison en vente immédiatement car ils couraient contre la montre d'une échéance judiciaire. Le processus fut une vente à la hâte profondément humiliante et frénétique. Ils ne pouvaient pas attendre que le marché leur offre un prix équitable. Ils ont dû accepter la toute première offre incroyablement basse qu'ils ont reçue d'un revendeur immobilier corporatif. Après avoir remboursé le reste de leur hypothèque, la commission immobilière, les frais juridiques croissants de leurs défenseurs publics, et le chèque massif de 150 000 $ à l'avocat de Madame Beatatrix, mes parents se sont retrouvés avec presque rien. Quelques dizaines de milliers de dollars, pas même assez pour acheter un petit condominium. Et puis, en plein milieu de ce cauchemar juridique chaotique, est arrivé le dernier rebondissement, amer et absolument glorieux. La pression intense des accusations criminelles a finalement brisé Sullivan lors d'une violente dispute dans leur chambre de motel temporaire. Il a finalement avoué toute la vérité sur sa dette. Il n'y avait pas de dangereux prêteur de l'ombre. Il n'y avait pas d'homme de la mafia violent menaçant de lui casser les jambes ou de nuire à la famille. C'était un mensonge complètement fabriqué. La dette de 600 000 $ était due à une société d'investissement légitime, bien que très agressivement réglementée, en raison d'un appel de marge massif sur un terrible pari en crypto-monnaie. Et bien sûr, une partie importante était due à l'oncle Gideon et à quelques autres membres de la famille insensés qui avaient cru à l'escroquerie de Sullivan. La société d'investissement menaçait d'un procès civil massif qui ruinerait sa cote de crédit pour toujours et le forcerait à une faillite publique très compliquée. Mais absolument personne n'allait jamais lui faire de mal physiquement. Il avait entièrement fabriqué le scénario de vie ou de mort pour manipuler profondément les émotions de nos parents, pour les exciter dans une frénésie de peur, et pour les forcer à m'extorquer de l'argent.
Et le cerveau derrière ce mensonge, Kreza. Selon l'ami commun, Kreza était celle qui avait fait des recherches sur le fonctionnement des appels de marge. C'était elle qui avait dit à Sullivan que la seule façon d'obtenir l'argent de ce frère égoïste était de faire croire aux parents que c'était une question de survie physique. Elle avait orchestré tout le théâtre des larmes et de la panique au restaurant. Quand Alden a entendu cette confession, quelque chose en lui s'est finalement et irrévocablement brisé. La dévotion aveugle et inébranlable qu'il avait toujours eue pour son enfant prodige s'est complètement effondrée. Je n'étais pas là pour en être témoin, mais j'ai entendu dire que la bagarre physique entre Alden et Sullivan était légendaire, ce qui a entraîné la menace du gérant du motel d'appeler à nouveau la police. Toutes les décennies où mon père a permis les échecs massifs de Sullivan ont culminé dans une confrontation explosive et violente. Mais il était bien trop tard. Les dégâts catastrophiques étaient déjà faits. Au moment où la vérité a éclaté, et au moment où Kreza a réalisé que les parents étaient complètement fauchés, que Sullivan faisait face à la faillite et à un casier judiciaire, et que mon argent était définitivement hors de portée, elle a disparu. Elle a fait ses valises, a vidé le peu qu'il restait sur leur compte courant commun, et a demandé un divorce très agressif, citant le comportement criminel de Sullivan comme cause. Et juste comme ça, mes parents étaient effectivement sans abri, complètement ruinés, et irrévocablement brisés. La maison qu'ils avaient violemment détruite, dans une tentative désespérée et malveillante de me forcer à vendre la mienne, leur avait finalement coûté la leur. C'était une symétrie parfaite, terrible et poétique. Exactement une semaine avant que Marin et moi ne devions emménager officiellement dans un magnifique appartement en hauteur dans notre nouvelle ville, mon téléphone portable a sonné. C'était un numéro inconnu, probablement un téléphone jetable ou une cabine téléphonique, mais j'ai ressenti une étrange intuition. Je savais exactement qui était au bout du fil. J'ai répondu à l'appel, prononçant simplement mon nom. C'était la voix de ma mère, mais c'était une voix que je n'avais jamais entendue de toute ma vie de 34 ans. Elle était complètement dépouillée de tout son habituel sentiment de droit, de toutes ses aspérités, de toute sa colère manipulatrice. Elle était juste vide. Elle sonnait comme le vent soufflant à travers un bâtiment abandonné. Elle a chuchoté un faible bonjour. J'ai gardé mon ton complètement neutre, dépourvu de toute chaleur, mais aussi de toute colère. Je l'ai juste reconnue. Elle a pris une inspiration rauque et tremblante, et les mots se sont bousculés. Elle m'a dit que la vente de leur maison avait été officiellement conclue. Elle a dit qu'ils devaient être complètement déménagés d'ici la fin de la semaine. Elle a dit qu'il ne leur restait presque plus rien. J'ai juste écouté. Je n'ai offert aucune sympathie. Je lui ai juste dit que j'avais entendu la nouvelle. Il y a eu une longue pause angoissante sur la ligne. Je pouvais entendre des voitures passer d'où qu'elle appelait. Elle a commencé à pleurer, mais ce n'étaient pas les pleurs théâtraux et manipulateurs du passé. C'étaient les sanglots laids et suffocants d'une femme qui avait enfin touché le fond absolu. Elle m'a dit que mon père n'allait pas bien. Elle a dit que le stress et la honte avaient brisé son esprit. Il parlait à peine maintenant. Il était juste assis sur une chaise en plastique bon marché dans la chambre du motel et fixait d'un regard vide le papier peint taché. Elle a dit qu'il ressemblait à un vieil homme frêle, incroyablement âgé. J'ai senti une minuscule, microscopique lueur de quelque chose dans ma poitrine. De la pitié peut-être. Mais elle a été instantanément et définitivement éteinte par le souvenir brûlant et vif de son visage contorsionné par une rage violente, exigeant que je cède les économies de ma vie, me traitant de monstre. Geneviève a continué, l'humiliation pure dégoulinant de chaque mot. Elle a dit que depuis que Kreza était parti, Sullivan essayait de louer un petit appartement d'une chambre dans un mauvais quartier de la ville. Elle a dit qu'elle et Alden devraient dormir sur un canapé-lit dans son salon parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de caution ailleurs. L'image était si sombre, si incroyablement pathétique que j'ai presque eu pitié d'eux. Presque. Puis sont venus les mots que j'avais attendus toute ma vie. Elle a chuchoté qu'ils avaient fait une terrible, terrible erreur. Elle a dit qu'ils étaient si aveuglés par la peur pour Sullivan qu'ils ne réfléchissaient pas clairement. Elle a imploré mon pardon. Elle a dit qu'elle était si profondément désolée. Les excuses que j'avais tant désirées pendant des décennies étaient enfin prononcées. Et la chose vraiment incroyable, c'est que maintenant qu'elles étaient là, elles ne signifiaient absolument rien pour moi. Elles n'avaient aucun poids parce qu'elles n'étaient pas nées d'un remords sincère pour la façon dont ils m'avaient traité. Elles étaient nées d'un pur désespoir. Ils n'étaient pas désolés pour ce qu'ils m'avaient fait. Ils étaient juste désolés d'avoir été pris.
Et ils étaient désolés de la façon dont cela avait complètement ruiné leur propre vie. J'ai regardé par la fenêtre de mon nouveau bureau, observant le coucher de soleil sur l'horizon de la ville. Je lui ai dit que je devais y aller. La panique s'est immédiatement emparée de sa voix. Elle a crié, me suppliant de ne pas raccrocher. Elle m'a imploré, me disant qu'il n'avait absolument rien. Elle m'a demandé si je pouvais juste leur envoyer un peu d'argent, juste assez pour les aider à trouver un petit appartement sur AE, loin de Sullivan. Elle a joué sa dernière carte désespérée. Elle a dit, s'il te plaît, Harrison, nous sommes ta famille. Voilà. La vérité absolue. Les excuses n'étaient que l'appât. La demande d'argent était toujours l'hameçon. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. J'ai ressenti un profond sentiment de pouvoir absolu. Je n'étais plus l'enfant effrayé cherchant leur approbation. J'étais celui qui détenait toutes les cartes. Ma relation avec vous a pris fin il y a 5 ans, Geneviève, ai-je dit. Ma voix était douce, mais elle était aussi dure et incassable que le titane solide. La nuit où vous et Alden m'avez regardé dans les yeux et m'avez dit de remettre les économies de ma vie à Sullivan, ou que je ne serais plus votre fils. J'ai accepté vos conditions cette nuit-là. Tout ce qui vous arrive en ce moment, les arrestations, les poursuites, la perte de votre maison, ce n'est pas mon problème. C'est juste l'univers qui finalise les papiers de vos propres décisions. Je pouvais l'entendre gémir à l'autre bout du fil. Un son désespéré, sans espoir, résonnant. Je lui ai dit que je lui souhaitais bonne chance, et je le pensais sincèrement, d'une manière détachée et clinique. Je ne leur souhaitais aucun mal physique. Je ne souhaitais juste pas les avoir dans mon univers, plus jamais. Ils étaient définitivement retirés de mon équation. J'ai dit au revoir, mis fin à l'appel, et bloqué le nouveau numéro. Je n'ai ressenti rien d'autre qu'un silence magnifique et profond. La guerre était officiellement terminée, et j'avais gagné. Une année peut absolument tout changer dans la vie d'une personne. Je suis assis dans mon bureau en ce moment, mon vrai bureau d'angle, avec une solide porte en chêne et une immense fenêtre donnant sur les collines ondulantes de la ville. La plaque en métal brossée sur la porte indique « Harrison, architecte réseau principal ». L'entreprise avait tenu parole. La promotion était incroyablement réelle. Le travail était profondément stimulant, et j'avais construit une équipe d'ingénieurs brillants qui me respectaient pour mon travail acharné, et non en raison d'une obligation familiale tordue. Ma vie avec Marin est meilleure que tout ce que j'aurais pu imaginer. Nous avons emménagé dans un superbe appartement du centre-ville, le remplissant de rires, de soirées tranquilles à cuisiner ensemble, et de week-ends à explorer les montagnes. Elle est ma partenaire absolue, dans tous les sens imaginables du terme. Elle célèbre mes victoires. Elle me ramène à la réalité pendant mes semaines stressantes, et elle ne m'a jamais, pas une seule fois, fait sentir que je lui devais quoi que ce soit d'autre que mon honnêteté et mon amour. Un samedi soir, alors que le soleil se couchait et peignait le ciel de nuances brillantes et ardentes d'orange et de violet profond, nous avons décidé de nous promener le long de la rivière. L'air était frais et vif. Nous nous sommes arrêtés sur un grand pont piétonnier, regardant l'eau, observant les lumières de la ville commencer à se refléter sur les douces vagues. Je me suis tourné pour la regarder. Mon cœur battait vite, mais ce n'était pas le battement de cœur terrifié et anxieux d'un homme attendant d'être attaqué par sa famille. C'était le battement de cœur fort et certain d'un homme qui savait enfin exactement où était sa place. J'ai pris ses mains dans les miennes. Je lui ai dit qu'il y a des années, ma vie était un désordre absolu. Je lui ai dit que je fuyais constamment un passé toxique que je pensais me définirait pour toujours. Mais ensuite, je l'ai rencontrée. Je lui ai dit qu'elle n'avait jamais essayé de me réparer. Elle a juste cru en moi. Je lui ai dit qu'elle était ma vraie maison. Pas un bâtiment, pas une maison au bord du lac, pas un tas d'argent, mais elle. J'ai fouillé dans la poche de mon manteau, mes doigts tremblant légèrement d'une pure excitation, et j'ai sorti une petite boîte en velours. Je me suis agenouillé là, sur le pont. Marin a halté, ses mains s'envolant pour couvrir sa bouche, ses beaux yeux s'emplissant immédiatement de larmes de joie. J'ai ouvert la boîte, révélant une bague en diamant magnifique et élégante. Une bague que j'avais achetée avec les énormes bénéfices de la vente discrète et furtive de la maison du lac. L'argent que ma famille avait tenté de détruire avait plutôt servi à bâtir les fondations de ma nouvelle famille. Je lui ai demandé de m'épouser. Elle a ri et pleuré en même temps, hochant vigoureusement la tête avant de me tirer dans une immense et forte étreinte en criant « Oui ». Quand je repense au mot famille maintenant,
ma définition a entièrement changé. Pendant 3 décennies, ce mot signifiait une culpabilité écrasante, une obligation financière et une manipulation émotionnelle. Il signifiait sacrifier ma propre santé mentale pour alimenter les illusions sans fin de mon frère. M'éloigner d'eux, les laisser s'engouffrer aveuglément dans leur propre piège destructeur, a été la décision la plus difficile et la plus belle que j'ai jamais prise. Cela m'a appris que la famille que vous choisissez, le partenaire qui se tient à vos côtés, les amis qui soutiennent votre croissance, sont infiniment plus réels et puissants que les personnes qui se contentent de partager votre lignée sanguine. Les cicatrices de mon passé sont réelles, mais ce ne sont que des cicatrices. Elles ne font plus mal. Elles me rappellent juste ce que j'ai survécu pour en arriver là. Je suis enfin libre. Beaucoup de gens disent que je suis trop insensible de ne pas avoir aidé mes parents quand ils ont perdu leur maison, mais je crois que je ne faisais que protéger la vie que je méritais. Qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin en les attirant dans ce piège? Faites-moi part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez de l'empathie, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne afin que nous puissions continuer à vous proposer d'autres histoires fascinantes de la vie réelle. À bientôt.